l'événement, c'est bien sûr l'assaut lancé par les Américains contre un bateau battant pavillon russe dans l'Atlantique Nord. Écoutez, secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui le revendique hautement. Deux navires ont été saisis ou arraisonnés parce qu'ils n'ont pas respecté le blocus. C'est un signe que tout le monde reçoit. Ça va continuer, on va rester sur la brèche. Le président va intervenir le moment venu. Il ne fait pas n'importe quoi du tout. Nous sommes un gouvernement qui agit et nous agissons. Le colonel Michel Goya est avec nous, Gallagher Fenwick est avec nous. Nous vivons ces heures qui sont tout à fait vertigineuses. On a quand même là affaire à deux superpuissances qui cette fois sont en affrontement de fait direct par la volonté du président Trump. Le ton, regardons tout de suite l'image, qu'on voit vraiment l'image de ce bateau. Alors, il a eu deux noms, ces bateaux changent souvent de nom. Alors, il s'appelait Belawan, maintenant il s'appelle, comment s'appelle-t-il maintenant ? Le Marinera. Marinera, voilà, le Marinera. Et visiblement, le Marinera va un peu moins bien, ou en tout cas, là, il est en main américaine, Michel Goya. Oui, effectivement, il a été saisi par les forces américaines, donc des soldats américains, alors des gardes-côtes, peut-être des forces spéciales, après tout, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec tout le déplacement qu'il y a eu au Royaume-Uni, tous les déplacements aériens d'unités de forces spéciales il y a quelques jours. Et donc, il est actuellement, voilà, il est saisi par les forces américaines. Comment est-ce que ça a pu se passer ? Vous dites qu'il y a peut-être des forces spéciales. Théoriquement, on apprenait tout à l'heure que c'est présenté encore comme une opération de police, comme d'ailleurs ce qui s'est passé avec 150 avions. Oui, à Caracas aussi, c'était une opération de police. Avec 150 avions. Oui, et avec des forces spéciales venues donner un coup de main à la police. Bon, c'est ça. En fait, concrètement, il faut aborder le navire. Le plus simple, c'est un hélicoptère et une cordeliste, comme à Caracas. Et puis, on se déploie sur le navire. Donc là, c'est un commando vraisemblablement, Gallagher, armé, qui est descendu sur le bateau. Ah non, on a les images. Les images ont été diffusées. Bien évidemment qu'il est armé. Il est très lourdement armé. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'introduire une nuance, vous avez dit on a là une confrontation entre deux superpuissances. En réalité, je crois que cette situation et ces images, elles traduisent une asymétrie entre une superpuissance et une autre qui a besoin d'avoir recours à des vraquiers qui naviguent sous faux pavillons pour pouvoir s'alimenter ou alimenter un effort d'agression en transportant du pétrole en provenance de régimes qui sont complices. Et pour terminer là-dessus, je crois que ce qui est en train d'exploser aux yeux du monde dans ce moment très particulier, c'est justement que la Russie a réussi, dans une certaine mesure et dans certaines parties du monde, peut-être la nôtre, à faire croire qu'elle est une superpuissance. Et Donald Trump est peut-être en ce moment même en train de la ramener à son rang réel, qui est celui au maximum d'une puissance régionale, alors que lui est en train de dire qu'il peut taper partout, tout le temps. L'accélération des humiliations, c'est-à-dire ils vont chercher comme ça un chef d'État, M. Maduro, qui est un dictateur, mais enfin qui est chef d'État de fait, à la barbe des Russes, et maintenant ils prennent leur bateau. Ça fait beaucoup. Oui, on est dans une séquence, on peut tout faire. Là, on est sur quelque chose qui ressemble à la poursuite d'Octobre Rouge, quoi. Il y a un petit côté, un petit parfum de guerre froide, avec un navire fantôme pétrolier à la place d'un sous-marin nucléaire, mais c'est sensiblement la même chose, avec gros déploiement de moyens. Il ne faut pas oublier les Britanniques aussi, qui ont été engagés dans cette opération, qui est devenue un peu symbolique, probablement. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il y a un navire qui refuse. Il y a quand même un côté un peu, un peu surréaliste, un peu cirque quand même dans cette affaire. Ce navire qui arrive complètement masqué, qui est traqué par les Américains et qui d'un seul coup se découvre russe. Et non, finalement on est russe et depuis toujours, et d'ailleurs on a un drapeau russe, on peint un drapeau russe et on est russe, ne nous attaquez pas. Et à partir de là, c'est devenu une affaire beaucoup plus politique, une petite forme d'escalade où on dit, nous Américains, tant pis, on continue. On n'a même pas peur. Jusqu'où remonte la décision là ? On a vu Pete Hegseth, c'est le secrétaire à la guerre. Est-ce que Trump lui-même prend une décision dans un cas pareil ? Oui. Parce qu'il y a deux navires qui ont échappé à la vigilance donc des 15 000 militaires déployés dans les Caraïbes qui sont en charge de cet embargo, ce blocus contre le Venezuela. Il y a une course-poursuite qui s'engage et il semblerait, j'emploie le conditionnel, c'est évidemment pour moi en tous les cas impossible à vérifier,
qu'il y ait un moment où il leur échappe. Comment est-ce possible, vu le matériel dont disposent les Américains? Et je pense qu'effectivement, ça remonte jusqu'au président qui dit « mais ça n'est pas possible, nous sommes les États-Unis ». Vous voulez me dire qu'un navire qui navigue à je ne sais quelle heure a échappé à nos hommes? Et c'est pour ça, et le colonel Goya a raison de le soutenir, en l'occurrence, cette opération n'aurait pas pu se faire sans les plus hautes autorités, que ce soit celles aux États-Unis, mais également du côté du Royaume-Uni et du 10 Downing Street, en la personne de Keir Starmer. Donc il y a un moment où on va vers Trump et on lui dit est-ce qu'on y va? Et les États-Unis d'Amérique décident. C'est vraiment une humiliation très forte pour Poutine. À ce niveau, oui, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des bâtiments russes qui ont été déployés aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grosse concentration de force d'un seul coup. Donc c'est une petite escalade très claire. Donc théoriquement, les Russes auraient pu répliquer. Oui. Ils auraient pu se défendre, effectivement, ils auraient pu empêcher, puisqu'ils disent voilà, c'est un acte de piraterie, vous n'avez pas le droit de faire ça, donc à la limite, ils auraient pu tirer sur les gardes-côtes ou les forces spéciales qui ont monté à bord. En tout cas, ils auraient pu refuser et le dire très clairement. Et finalement, alors peut-être on dit voilà, il y a décision au niveau le plus élevé, mais peut-être aussi au niveau le plus élevé, et peut-être même un dialogue entre les deux, quoi, hein. C'est-à-dire que toute la question qu'on se pose, c'est pourquoi les Russes attachent une telle importance à ce bâtiment. Et donc ça laisse passer un certain nombre de spéculations. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? La moquerie, on est dans un moment où les Américains sont encore en train de monter le ton au détriment des Russes. Exel, je vous lis sa déclaration, quand il se moque, mais vraiment de manière tout à fait ouverte des Russes, il dit « Il y a 3 nuits dans le centre-ville de Caracas, près de 200 de nos plus grands Américains se sont rendus dans le centre-ville. Il semble que les défenses aériennes russes n'aient pas très bien fonctionné, n'est-ce pas ?» Ça, plus ces images, c'est vraiment le côté « on leur fait la nique ». Et la question qu'il aurait posée aux Russes et à Vladimir Poutine, très personnellement dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est un petit peu la nôtre, pour des raisons différentes, qui se pose. C'est-à-dire que l'une des questions, c'est est-ce que c'est légal pour les Américains de faire cela? Est-ce que c'est un acte de piraterie? Est-ce que c'est un acte légal? Il l'est au regard du droit américain, puisqu'il y a un régime de sanctions, et donc il y a un mandat qui leur donne la possibilité au niveau fédéral d'intervenir et de pratiquer ce qu'ils décrivent eux-mêmes comme une opération de police. Mais nous, les Européens, nous nous sommes retrouvés avec un navire russe, rappelez-vous-en, qui était dans notre zone économique exclusive. Nous sommes passés par notre préfecture et puis nous sommes montés à bord et puis il est reparti. Là, ce que je peux vous dire, c'est que ce navire, il va repartir en direction des États-Unis et que s'il y a quelque chose à bord, c'est Donald Trump qui va en hériter. En bon français, ils se foutent de leur gueule. Il faut lire aussi comment Rubio, qui joue un rôle central dans tout ça, se moque de Lavrov, son homologue russe. Il lui dit... on lui pose la question, vous êtes inquiet que les Russes quand même réagissent? Il dit non, pas du tout, on n'est pas préoccupé par une escalade avec la Russie. Je pense que les Russes ont suffisamment à faire en Ukraine. Et si Sergueï nous regarde, dit-il, je lui souhaite un joyeux Noël. Vous savez que c'est le Noël russe avec le décalage des deux calendriers. Aujourd'hui. Il se moque des Russes. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'être aussi arrogant quand même, hein. Au bout d'un moment, les Américains vont en subir les conséquences. Il faudrait savoir, sur ces plateaux, vous avez beaucoup dit les Américains sont trop mous à l'égard des Russes, ils sont achetés, etc. Et là, maintenant, ils sont arrogants. Oui, non, ça n'empêche pas les deux. On peut être mou puis arrogant. Hein. Non, mais oui, effectivement. Et, en tout cas, ça montre aussi que c'est possible finalement de s'attaquer à des navires fantômes. On en parle beaucoup, on se dit voilà, il faut faire plein de choses. Comment on fait? Les navires fantômes, c'est le cœur du système d'exportation clandestin de la Russie. Et puis en fait, les Américains, avec le Venezuela d'abord, et puis maintenant avec la Russie, les deux étant liés d'ailleurs, montrent que il suffit de les saisir en fait. Et qui va empêcher les Américains de le faire, ou qui empêcherait en réalité les Européens de le faire, quitte à ce qu'il y ait des accrochages, des combats. La réaction maintenant russe est évidemment à surveiller. Elle a été à l'oral, je dirais, timide jusqu'ici. Oui. Maintenant, je pense que la Russie ne peut pas rester sans réagir. Et moi, ma question, c'est où est-ce qu'ils vont réagir? Et connaissant un petit peu Vladimir Poutine et leurs capacités, parce qu'ils passent par un épisode où ils sont faibles face à un fort, ils vont chercher à se montrer forts et chercher un faible. Est-ce que ça n'est pas nous, je pense aux Baltes ou d'autres, qui allons payer le prix de cette opération, parce que Vladimir Poutine va chercher à se venger. L'évidence, ce serait qu'il martyrise à nouveau les civils ukrainiens en envoyant salve de drones et de missiles. Mais vu qu'un cap est franchi, est-ce qu'il peut rejouer une partition funeste qu'on connaît déjà, et par là j'entends essentiellement, d'abord les Ukrainiens par cœur,
ou est-ce qu'il va chercher à innover ou à franchir, lui, un palier dans notre direction? Moi, je ne l'écarte pas ce soir. Trump parade. Trump dit « Nous serons toujours là pour l'OTAN, même si elle n'est pas là pour nous. Oui. » Et il ajoute « La seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, c'est l'Amérique. » Et il ajoute, avec un élan de modestie, reconstruite par Donald Trump. On peut se moquer de lui, mais de fait, est-ce qu'il a raison? C'est-à-dire, on voit à quel point ce qu'il a fait là au Venezuela, alors c'est illégal, c'est brutal, mais c'est évidemment un coup porté au crédit des Russes et des Chinois. Théoriquement, dans tout le Sud global, ils se disent, tiens, mais nos protecteurs russes et chinois, ils sont pas là? Alors, vous posez une question que tout le monde se pose, et à commencer par effectivement Xi Jinping, Vladimir Poutine, mais d'autres également. Est-ce que cette séquence, pour ces tyrans, ces prédateurs, est-ce qu'elle est dissuasive ou est-ce qu'elle est incitative? Est-ce qu'elle menace Xi Jinping ou est-ce qu'elle l'encourage à se dire, après tout, le détroit de Formose et la mer de Chine méridionale, c'est chez moi. Tout ce qui s'y passera et qui ne sera pas dans mon intérêt relève de la piraterie, et donc je vais pratiquer le mimétisme par rapport à ces images qu'on diffuse en ce moment même. Ou alors, est-ce que mon calcul et mon équation viennent de se compliquer? C'est quand même un moment, hein. On a tellement dit, attention, il faut éviter l'affrontement direct. Biden, souvent, Blinken, souvent, ont été assez, alors certains disent raisonnables, d'autres disent square, en disant on évite le plus possible d'être en affrontement direct. Là, c'est direct. Oui, alors c'est pas la première fois. Hein. Je rappelle qu'en 2018, vous avez un bataillon de Wagner et une centaine de soldats russes de Russes qui sont tués en Syrie par les Américains au cours d'un combat de très haute intensité. Donc ces accrochages, c'est des choses qui arrivent. À chaque fois, oui, c'est un test de volonté. Là, ce qui me frappe, c'est que les Russes, effectivement, finalement, se couchent. Laisse tomber l'affaire. Alors peut-être qu'il y a eu un arrangement avec au plus haut niveau en disant ok, bon, je cède sur ce coup, mais voilà, tu fais peut-être discret sur ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bâtiment, etc. Il y a peut-être eu un arrangement. Maintenant, oui, globalement, c'est une mauvaise passe pour les Russes, mais c'est pas complètement nouveau. Hein. Leur allié syrien s'est effondré. Ils ont été impuissants à protéger les Iraniens contre les Israéliens et les Américains. Le Venezuela est tombé. Il y a une séquence qui rappelle un peu quand même aussi toute la période de l'axe du mal. Il y a plusieurs périodes en réalité. 1991, l'Irak est écrasé par la puissance américaine. C'est une démonstration de force américaine déjà à cette époque. Alors. Et là, vous avez plein de pays qui se disent oula, on ne peut pas résister aux Américains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut avoir l'arme nucléaire. Et c'est à ce moment-là que vous avez l'Iran, que vous avez la Corée du Nord qui développe des programmes nucléaires. Et donc là, il y a peut-être effectivement un certain nombre de pays qui se disent attention, la foudre américaine peut nous frapper et il faut peut-être commencer à s'en prémunir et sans forcément faire appel à des sponsors russes ou chinois qui sont un petit peu éloignés. L'une des paroles que j'ai guettées ces dernières heures est celle d'un homme qui sait s'exprimer sur Twitter et avec beaucoup de gaieté et de blagues et de trolling habituellement, Kirill Dmitriev, qui nous gratifiait d'une photo de lui en train de faire du wakeboard ou du surf à Miami, et qui, à mon avis, doit être en train d'essayer de joindre Steve Witkoff pour lui dire qu'est-ce que c'est que ça? Et ce qui est intéressant, c'est que ça rebascule quand même pas mal de nos cartes, et ça remet en question certaines de nos conclusions, peut-être un peu hâtives, Darius, sur le rapport de Donald Trump à cette Russie, à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que clairement, là, peut-être qu'il y a eu coup de fil au plus haut niveau et accord, mais c'est un acte qui est très hostile à l'endroit de la Russie et qui est reçu comme tel au plus haut niveau par Vladimir Poutine, par Kirill Dmitriev, par Ushakov, par tous ces personnages qui discutaient il y a encore quelques jours avec les hommes de... Est-ce qu'ils sont capables, les Américains, de s'enhardir au point vraiment de pousser la puissance russe de manière plus agressive? En tout cas, il y a une hubris, comme vous dites, une espèce de démesure américaine. Et les moquer un peu, c'est tous ces mèmes sur Rubio, Being Rubio. Hein. Il y a Rubio en habit de vice-roi du Venezuela, Rubio en gouverneur du Groenland, Rubio... de navire aussi. Oui, alors je ne sais pas si on peut afficher tous les Rubio, parce qu'il y a tous les Rubio du monde, là. C'est comme, comment on appelle ça? Oui, quand on a je ne sais pas si on peut les voir. Effectivement, il est en habit typique du Groenland, etc., etc. Voilà, ça c'est gouverneur du Groenland.
Et il a l'air un petit peu trouvé que la charge est quand même lourde. Voilà, vice-roi du Venezuela. Et effectivement, théoriquement, c'est lui. Alors l'Iran, c'est pas fait. C'est une grosse opération. C'est sérieux. Mais le changement de régime, voilà, avec toute la panoplie qui est prête, les changements de régime, souvent Trump avait dit dans le passé, c'est pas notre idéologie. Bah, ils y vont. Non. Non. Alors, au Venezuela, ils y vont en tout cas. Ils ont décapité le régime. Justement, il n'y a pas de changement de régime. Attendez, ils ont quand même arraché un chef d'État. C'est quand même pas mal comme changement. C'est un début de changement. Non, c'est justement, c'est pas un changement. On veut pas changer le régime. Pour changer un régime, le pouvoir, il se conquiert au bout du fusil. Et donc, il faut aller au sol. Voilà, changer un régime, ça veut dire aller conquérir le terrain, dégager les innombrables forces de sécurité qui sont empilées dans la région, et puis gérer le chaos et remettre en place quelque chose de cohérent. Une démocratie, par exemple. Non, c'est pas là. Là, on s'accommode, on ne change pas le régime, on s'accommode avec le régime, où on essaie de le soumettre. On fait du Zanzibar. 1896, le sultan du Zanzibar dit « Bon, les Britanniques, maintenant vous m'emmerdez, stop. Ok, très bien. » Feu, la flotte britannique bombarde le palais. 45 minutes plus tard, la guerre la plus courte de l'histoire, le sultan dit voilà, ok, j'ai réfléchi, finalement c'est oui. Finalement je me soumets. C'est ça. Ils font du Zanzibar. Donc c'est la canonnière. Et peu importe la nature du régime, pourvu qu'il soit soumis aux intérêts américains. L'appétit, jusqu'où ira l'appétit? La fameuse, nos grands-mères disaient l'appétit vient en mangeant. Là, ils mangent. Et ils parlent maintenant du Groenland avec ces déclarations de Mme Leavitt. Trump est toujours prêt à prendre son téléphone, à faire de la diplomatie, mais son maître mot est toujours l'intérêt supérieur de la nation. Et la Maison-Blanche dit ce soir, oui, l'option militaire est toujours sur la table. Donc on peut imaginer qu'ils sortent de leur caserne à, je sais pas quoi, Tulé, maintenant ça s'appelle Pitoufik, et qu'ils disent c'est à nous. Mais comme vous l'avez dit, leur caserne, elle est au Groenland. Ils sont militairement déjà au Groenland. Ils ont signé 2 accords en 41, en 51, qui leur donnent, et j'ai relu une partie de l'accord de 51, mais vraiment toute latitude. Ils peuvent avoir autant d'avions, autant de navires, autant de personnel, autant de mouvements, autant de bases qu'ils le veulent. Il y avait 17 bases du temps de la guerre froide. C'est les Américains qui les ont fermées et qui en sont repartis. Les Groenlandais, de par cet accord, sont prêts à accueillir autant d'Américains. Attendez, ils veulent bien plus que ça. Ils veulent pouvoir forer comme ils veulent, ils veulent pouvoir exploiter comme ils veulent, placer autant de missiles qu'ils veulent. C'est les États-Unis d'Amérique qui ne veulent pas qu'il y ait un Inuit qui leur dise non, ça c'est pas écologique. Vous êtes trop rationnel. Et c'est ça la grande difficulté de cette séquence aussi, Darius. C'est que quelle que soit l'explication que vous preniez, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Et Donald Trump, et tout à l'heure le colonel Goya a employé le bon terme, il veut du spectacle. Cette séquence, c'est ultra spectaculaire. Il va se l'offrir. Elle occupe... Pardon ? Il va se l'offrir, son spectacle. Il est en train de se l'offrir. Regardez, on est en édition spéciale à parler du Groenland et à essayer de se demander, mais tout le monde se demande, mais qu'est-ce que vous allez y chercher ? Le pétrole vénézuélien, parce que vous allez me parler des terres rares. Est-ce qu'il va oser ? Pardon, mais sur ces plateaux, je me rappelle très bien, si on était cruel, on ressortirait les archives. Avant le Venezuela, quelques jours avant, meilleur spécialiste disait non, il dira pas. Moi, j'ai dit qu'il y aurait la guerre contre le Venezuela pour faire oublier Epstein. Voilà, mais enfin, beaucoup disaient c'est pas possible, il va pas oser, il va bombarder ici ou là un petit peu quelques bateaux, ce qu'il faisait d'ailleurs, il a tué un certain nombre de... Mais non, il est allé jusqu'à Caracas. Donc, il ira, il ira à Nuuk. Oui, je vous en avais parlé de ça, qu'il pouvait y aller il y a au moins 2 mois, qu'il pouvait aller capturer Maduro ou aller le tuer dans son palais. Mais au Groenland, il lance une OPA, une offre publique d'achat. Voilà. Et donc une OPA, ça peut être amical ou ça peut être inamical. Donc pour l'instant, on joue la carte amicale en se disant finalement, on va acheter. Il est prêt à payer. Certains disent il y a 58 000 habitants, il peut payer 1 million par habitant. La violence, elle peut se faire par la force, mais elle peut se faire par le fric. Aussi. Bon, c'est une douce violence. 1 million, quand vous touchez 1 million. Alors je sais que vous êtes plein de bons sentiments. Je vous confirme qu'à partir d'un certain montant, tout le monde tend l'oreille, comme disait l'autre. Mais la manière dont Donald Trump et son entourage, qui sont des gangsters, et j'ai bien écouté Jeff Landry, le gouverneur de la Louisiane, qui a ce dossier en charge. Et pour nous, Français, on connaît l'histoire de la Louisiane, qu'on vend en 1803 pour 15 millions de dollars. À l'époque, ça fait 1/4 de la surface de tous les États-Unis actuels. Ça fait 2 100 000 km². C'est exactement au kilomètre près la surface du Groenland. Mais c'est la surface, la taille du territoire. Ce qu'on vit est fou. Les déclarations, on l'apprend ce soir, on va le voir, on va le développer avec beaucoup d'autres éditorialistes invités. Les Danois discutent. Les Danois, au lieu de dire ils disent on va discuter avec les Américains. Et pourquoi est-ce qu'ils discutent ? Pardon, je termine juste ma métaphore un peu vaseuse. Un gangster, il vous glisse une feuille sur la table et il y a un pistolet à ses côtés. Il active la culasse et il vous dit il y a une très belle offre. Elle ne sera pas là tout le temps. C'est votre cervelle ou votre signature sur cette feuille de papier.
réfléchissez bien. Et donc, dans une certaine mesure, les Groenlandais, parce qu'il faut quand même parler de ce peuple, ils sont très peu, j'en suis conscient, mais ils ont une volonté d'indépendance. Quand ils sont interrogés, ils ne veulent appartenir ni au Danemark, ni aux Américains. Et là, l'offre, elle est musclée, au minimum. Alors, tout est très musclé ce soir et ça continue. Il y a beaucoup de développements qui nous arrivent. Rapport de force avec les Européens et rapport de force avec Poutine. On est en direct avec vous, Sonia Dridi. Les deux événements ont lieu en parallèle. Ce que Trump veut sur le Groenland et ce qu'il veut sur la flotte fantôme, celle notamment des Russes avec ce bateau arraisonné. Où en est-on à l'heure où nous parlons de ce bras de fer ? Oui, alors il y a eu plusieurs déclarations de membres de l'administration à propos de cette saisie de pétroliers. Le ministre de la Défense notamment qui a lancé le reste du monde prend note. Donc c'est vraiment un avertissement envoyé par l'administration de Donald Trump. Et il y a aussi le leader républicain au Congrès qui a déclaré, c'est ça aussi l'Amérique d'abord, défendre nos intérêts stratégiques. Et puis tout à l'heure, quand ici à la Maison-Blanche, un journaliste a demandé à la porte-parole si cela n'allait pas raviver les tensions avec la Chine et avec la Russie, eh bien, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit que le président avait toujours de bonnes relations avec les leaders de ces deux pays, mais qu'il mettrait toujours en avant les intérêts des États-Unis, les mettrait toujours en premier. Et eh bien, Donald Trump pourrait s'exprimer d'ici peu. Il n'y a pas d'événement en particulier prévenu, mais on sait en ce moment qu'il est dans le bureau ovale. D'ailleurs, quand vous voyez le Marine qui se trouve derrière moi à l'extérieur du bureau ovale, c'est-à-dire que Donald Trump est dans le bureau ovale et on sait très bien qu'il a l'intention d'asseoir l'influence des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Il a parlé il y a quelques jours de doctrine Monroe, en référence à la doctrine Monroe. Et on a aussi appris il y a quelques heures que ce vendredi, il recevra des patrons d'industries, de compagnies pétrolières américaines ici à la Maison-Blanche. Et donc, il y a cette volonté aussi on le sait avec cette opération américaine au Venezuela, de faire face à la compétition russe et chinoise puisque ces pays s'approvisionnent aussi avec le pétrole du Venezuela. Merci beaucoup Sonia. Vous nous avez rejoint, Général Desportes, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le patron de l'école de guerre. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce qu'on peut présumer de la manière dont l'assaut a été donné ? On commence à avoir certaines informations sur notamment le fait que c'est un commando très lourdement armé qui a pu descendre sur le pont de ce navire. Oui, bon, c'est une opération relativement classique. Rappelez-vous que les forces françaises ont fait à peu près la même chose il y a 2 mois sur un pétrolier. Donc techniquement, c'est pas très compliqué. Enfin, la manœuvre elle-même n'est pas compliquée. Maintenant, ce que je trouve extraordinaire, c'est pas le courage, mais c'est l'idée d'aller faire ça si loin des côtes américaines. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce garçon qui se fout totalement, évidemment, de l'eau internationale va faire respecter le droit américain par la force dans les eaux internationales. Donc, je trouve ça absolument fabuleux. Ouais, regardez, quand on voit le parcours de ce navire et ce qu'on appelle le marine traffic, j'ai découvert, j'ai habitué à Flight Radar, mais il y a marine traffic, vous pouvez voir où le bateau se trouve et surtout chaque bateau a sa fiche, monsieur et tout le monde peut aller voir ça, sauf s'il a coupé son transpondeur. Regardez, je ne sais pas comment on peut décrypter quand c'est marqué IRSRP, ce que veut dire là, mais en tout cas, c'est ce navire qui avait pour premier nom Belawan. Oui, il a changé de pavillon. Il a changé de pavillon. Il a changé de pavillon. Il avait un pavillon panaméen et au cours de sa route, il change de pavillon et il dresse un pavillon russe. Absolument. Donc, ils savaient qu'il était là. Là, c'est le 3 janvier. Le 3 janvier, il est au milieu de l'Atlantique. Ils attendent leur moment et à un moment donné, comme l'explique Général Desportes, ils décident, on y va, on donne l'assaut. Oui, c'est un coup de force incroyable et c'est vrai que je crois que en fait ça nous montre que Trump n'est jamais là où on l'attend, que moi j'avais inventé cette formule d'objet géopolitique non identifié pour Trump, c'est-à-dire que c'est effectivement, il nous prend toujours à contre-pied, on savait qu'il négociait avec les Russes, mais là il les défie et je pense que il est en train de montrer qu'il va utiliser la force absolument de manière décomplexée dans les relations internationales et surtout pour, en fait, consolider l'idée qui est la principale et qui a été, évoquée par Sonia Dridi, c'est la fameuse doctrine Monroe. Et donc, l'idée, c'est on va véritablement transformer l'hémisphère occidental en une forteresse américaine. Et donc, si les Russes viennent nous défier dans cette zone, nous allons
en réalité utiliser la force. Mais je pense qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine doit être dans un état de fureur très important, parce qu'il s'est déjà pris une grande claque sur l'affaire du Venezuela, où il était extrêmement présent. Et là, c'est la suivante. Ouais. Gallagher. Non, vous posiez la question de hier SRP et je viens de me renseigner. En fait, dans le cas de navires appartenant à une flotte fantôme, ça indique qu'il est sous surveillance accrue en raison de son âge avancé, son manque d'entretien, son absence d'assurance standard, son implication dans des activités illégales, notamment contournement de sanctions et désactivation des systèmes de suivi. Donc on voit que même sur sa fiche, sur un site qui recense tout le trafic maritime, c'est effectivement signalé. Mais comme le disait le général, ça c'est un choix que nous, Européens, n'avons pas fait au regard à la fois du droit international, mais aussi, il faut le reconnaître, d'une peur de l'escalade, parce que c'est un acte extrêmement hostile et qui est vécu comme tel au plus haut niveau de l'État russe. Quelle sera la réponse de Vladimir Poutine? Pour l'instant, les éléments oraux auxquels on a accès sont plutôt timides du côté du Kremlin. Un point d'histoire, si on rappelle la crise de 62, il y a eu certaines crises entre les États-Unis et la Russie où beaucoup considèrent qu'on s'est beaucoup rapproché du point de l'affrontement suprême, et les universitaires américains qui font ce qu'ils appellent l'horloge de l'apocalypse. Alors c'est un peu apocalyptique comme son nom l'indique, mais enfin c'est une façon d'analyser les tensions, et on va regarder certains points de référence, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, on était, selon ce calcul, c'est des calculs théoriques évidemment, à 3 minutes de l'apocalypse théorique nucléaire. 91, il y a eu cette énorme détente, 17 minutes, ce qui signifie évidemment, il faut le traduire, c'est fait de façon très intelligente, il prend toutes sortes de critères, mais c'est l'illustration qui est un peu souriante, si on peut se dire. Et puis là, à les en croire, on est dans un point de tension encore plus fort que pendant la guerre froide. Alors, ce qui se passe là avec ce pétrolier russe, ça peut être un tournant. Parce que c'est quand même une prise d'initiative qui est très significative. C'est pas simplement un abordage militaire, c'est aussi une décision politique et géopolitique. Quand on sait que c'est le pétrole et le gaz qui tiennent pour le moment l'économie russe, absolument décisif. C'est-à-dire que les quelques principales richesses de la Russie qu'elle est capable d'exporter encore aujourd'hui, avec des passagers clandestins, des complices, les Turcs, les Indiens, etc., c'est du pétrole, du gaz, des engrais, des céréales. Les engrais, on les fabrique d'ailleurs avec du pétrole, en particulier. Donc ça peut avoir un sens plus large que l'abordage militaire. Ça peut signifier en réalité que Trump signe la fin de la récréation et adresse un signal direct à Poutine en lui disant maintenant le rapport de force doit s'inverser. Je peux t'empêcher de vendre ton pétrole et ton gaz. Oui, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que pour Trump, la création d'un rapport de force, qui est quelque chose qui lui paraît absolument fondamental quand il négocie, c'est aussi un moyen de négociation. Et donc moi je pense qu'il y a toujours chez Trump l'idée d'un deal. Ça ne veut pas dire du tout que c'est la montée à l'escalade vers une grande confrontation. Oui, la pression. C'est une pression majeure, mais qui humilie l'adversaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'entretient pas l'idée qu'il va ensuite le faire plier et le forcer à un deal. Ce que l'on peut souhaiter... D'ailleurs, il se trompe peut-être. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que l'escalade vienne du côté de Poutine. Ce qui ramènerait Trump dans le camp de l'Europe et dans le camp de l'Ukraine, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Donc il y aura peut-être des conséquences favorables finalement. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a jamais eu de désignation. C'est-à-dire que Trump a toujours rêvé d'une sorte de deal et de paix économique, notamment avec la Russie, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la Russie, en revanche, a toujours désigné les États-Unis comme cette espèce de leader occidental qu'ils veulent humilier et abattre. Regardez les images du Kremlin. Je vous le disais, avec le décalage de calendrier, c'est le Noël russe, c'était la nuit de Noël. Ces images-là sont extrêmement marquantes. Il était seul la dernière fois. Là, il s'est mis en scène, le président Poutine, avec des militaires et avec des enfants. Et il y a un discours qu'on entendra plus tard, Bernard-Henri Lévy nous rejoindra, où il leur dit de manière très emphatique c'est la guerre et la guerre est sacrée, etc. C'est cet homme qui reçoit les nouvelles de son navire battant pavillon russe qui est pris par les Américains. C'est quelque chose. Absolument. Et Poutine continue à montrer d'évidence qu'il n'est absolument pas prêt à arrêter la guerre en Ukraine. Nous, on a beau nous débattre à Paris ou dans l'autre capitale pour préparer un accord de paix et préparer des mesures de sécurité. Évidemment, c'est du vent.
Ça n'est pas totalement inutile parce que ça met les Européens d'accord. Mais c'est du vent tant que le président Poutine, lui, n'a pas décidé d'arrêter. Or, comme chacun le sait sur ce plateau et vos téléspectateurs, Poutine n'a absolument pas décidé d'arrêter cette guerre. Et le problème, on le sait, c'est de montrer notre détermination. C'est en ce sens que le jeu des Européens dans la préparation des mesures de sécurité est intéressante parce que nous montrons à Poutine notre volonté de ne pas céder. Ce qui est intéressant avec cette séquence aussi, c'est que ce navire, il a échappé à l'embargo dans un premier temps, en éteignant, me semble-t-il, son transpondeur et en jouant sur l'ambiguïté pour échapper à l'armada américaine déployée dans les Caraïbes. Ensuite, il a été rattrapé par la patrouille, si vous me permettez l'expression, et ce qu'il a choisi de faire, c'est de changer de pavillon et de peindre sur sa coque un drapeau russe, ce qui a sans doute été suite à un ordre ou un conseil donné au plus haut niveau, pensant que ça ferait redescendre la tension avec les Américains. Or, cette fois-ci, afficher le drapeau russe n'a pas permis d'établir un dialogue qui aurait permis à ce navire de s'en sortir. C'est à noter, la puissance américaine, regardez, on va revenir à ça, mais tout de suite là, Trump qui dit, regardez, face aux Russes, face aux Chinois, je suis moi le meilleur rempart, et il en fait un argument pour prendre le Groenland. Écoutez-le, vous réagirez. Envisagez-vous de prendre des mesures contre le Groenland ? Je ne veux pas parler du Groenland. Parlons plutôt du Venezuela, de la Russie, de l'Ukraine. Nous nous occuperons du Groenland dans environ 2 mois. Parlons du Groenland dans 20 jours. Mais au passage, nous avons quand même besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est un endroit tellement stratégique. À l'heure actuelle, le Groenland est envahi par les navires russes et chinois. Pascal Perry, si on prend la carte, c'est factuellement vrai. Hein. Oui, alors dites-le, expliquez ça. Non, c'est factuellement vrai que depuis quelques mois, en effet, cette région, elle est, pour Donald Trump, infestée. C'est le mot qu'il emploie d'ailleurs, hein, de navires russes et chinois. Quand vous regardez la situation du Groenland, c'est tout à fait intéressant parce que il y a 2 ou 3 leçons géopolitiques à en retenir. La première, c'est que le contrôle de ce territoire, avec le dégel des mers du Nord, permet un accès beaucoup plus rapide aux grands marchés américains et surtout européens. C'est un avantage commercial décisif pour les Chinois puisqu'on passe d'une route qui fait 21 000 km, qui est celle qui passe soit par Panama, soit par le canal de Suez, à une route de 13 000 km. C'est-à-dire le temps de transport des objets que nous achetons à la Chine est divisé par 2, passe d'1 mois à 2 semaines. Donc c'est un enjeu de passage. Vous ajoutez à ça, les militaires le décriront mieux que moi, le fait qu'il y a une armada de sous-marins nucléaires russes qui, dans la presqu'île, la péninsule du Kola, qui est à l'est de la région, à l'est du Groenland. Vous ajoutez à ça le fait que, vous voyez, on a dessiné sur la carte du Groenland un liseré bleu qui montre sur quelle partie du territoire aujourd'hui sont exploitées les matières premières. On parle assez souvent du tableau de Mendeleïev. Vous savez, exploité ou exploitable ? Exploité. Pour le moment, alors, ce sont de petites exploitations. Non, c'est pas à l'échelon industriel. Au nord du cercle polaire, c'est quand même si vous voulez très dur. Un chiffre précis, on estime qu'il y a 36 millions de tonnes de minerais rares, de terres rares notamment, et de métaux précieux. Imaginons qu'on puisse en extraire ne serait-ce que 20%. C'est déjà considérable aujourd'hui dans la course que se livrent les grandes puissances dans ce domaine. Moi, je suis d'accord, Pascal, avec tout ce que vous dites, mais tout ce scénario qui est brillantissime s'effondre complètement avec un fait, un seul. Les Américains sont déjà là, ils ont les droits de forage, droits d'exploitation, ils ont signé un accord en 1951 qui leur donne toute latitude, sans aucune limite, sur le nombre d'hommes qu'ils peuvent avoir. Il y avait 17 bases américaines pendant la guerre froide, c'est eux qui ont pris le choix d'en partir. Pitoufik anciennement Tulé, ils y sont encore, ils peuvent avoir autant de navires, autant d'aéronefs, autant de décollage, autant d'atterrissage, autant d'amarrages qu'ils veulent au large du côte des Groenland. C'est vrai, mais ils n'ont pas l'intégralité des droits d'exploitation, Gallagher, premier point. Deuxième point, pas les coûts des franches. Ouais. Troisième point, il y a le pétrole. Et le pétrole, c'est 37 milliards de barils. C'est absolument considérable. Alors, c'est un État indépendant. Il y a ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est l'acceptabilité sociale. Il y a, je pense que le problème se réglera avec de l'argent. Si demain, les Américains disent en substance, voilà, nous, on reprend les charges du Danemark, et en plus, on vous donne $100 000, par exemple,
à chacun. Il y a 58 000 personnes qui vivent sur ce territoire. On va voir s'il est fort en calcul, Pascal Perrier. Ils vont même jusqu'à $1 million. Certains experts qui pourraient mettre $1 million pour chaque habitant. 58 000 fois 1 million, ça fait combien 58 000 fois 1 million. Ça fait 58 millions. 58 millions. 58 000. 58 000 fois 1 million, ça fait combien 58 000 millions. 58 milliards. Oui. 58 milliards. Oui, c'est ça. 58 milliards. Oui. Vous êtes sûr Oui, absolument. Oui. Vous êtes sûr sur ce plateau? Non, mais parce que moi je suis nul en calcul, mais Moi, je suis dans la team nulle en calcul. c'est la honte. Franchement, c'est la honte. Pardon. Voilà, merci de regarder quand même LCI. Vous êtes bien bon parce que 58 milliards. 58 milliards. Est-ce que 58 milliards pour lui, est-ce que ça les vaut pour Trump de se dire je peux me payer le Groenland pour 58 milliards? Il vient de trouver du cash. Il vient de trouver du cash au Venezuela. Donc, moi, je crois qu'en tout cas, ils ont l'intention, qu'il y a un vrai appétit prédateur extrêmement clair aujourd'hui. Et je crois que c'est cette logique, en fait, du continent, de la création de cette forteresse américaine Monroe, et d'utiliser tous les éléments. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle... ça fait 5,8 milliards. Oui. Voilà. À 5, ne ment pas. À 5 plus la calculette, on y arrive. Bravo. Vive l'éducation nationale. Aujourd'hui, le Groenland, en fait, c'est aussi l'avenir pour l'intelligence artificielle. Si on considère aujourd'hui, les Américains le pensent, qu'on est dans une compétition entre les États-Unis et la Chine pour l'avenir de l'IA, pour eux, il est absolument clé de mettre la main sur le pétrole, l'énergie et les métaux rares, les minerais rares. Et donc ça, en tout cas, c'est un élément qui est avancé par les Américains. Et ils l'estiment absolument fondamental. Ils disent surtout, vous les Danois, vous étiez en train de laisser partir le petit peuple du Groenland, vous étiez prêt à leur donner l'indépendance, vous étiez en train de vous laver les mains en fait de l'importance stratégique de cette région, et vous n'êtes pas prêt à mettre l'argent pour la défendre. Laurent Mandeville, regardons ce qu'on en dit exactement au Groenland, puisque nous avons un envoyé spécial. Alors merci beaucoup Thomas Misraki d'être là. On voit là, pauvre Thomas Misraki, il est allé du froid de New York au froid du Groenland. On va vous envoyer au pôle maintenant, Thomas Misraki. Toujours plus. Voilà. Est-ce que les habitants du Groenland, j'ai pas entendu ce que vous dites. Non, je rentre à Paris après là, je vous garantis. Est-ce que les habitants du Groenland sont prêts, semblent être séduits par cette idée qu'il pourrait y avoir une négociation? Pas du tout. Pas du tout, et on a parlé à beaucoup de monde avec Camisso depuis qu'on est arrivé ici en milieu d'après-midi. Il y a aussi une sorte de stupeur, d'agacement et de colère mélangée à de la peur. De la stupeur d'abord parce que il s'est passé quelque chose qui change tout et qui remet le Groenland sur le devant de la scène depuis ce message posté sur les réseaux sociaux par la femme de Stephen Miller, qui est en quelque sorte le maître à penser de Donald Trump. Ce Groenland avec ce drapeau américain et ce mot soon, bientôt. Ici, on a beaucoup observé ce qui s'est passé au Venezuela et on se dit que ce qui semblait comme une absurdité il y a encore quelques mois, a un peu changé de nature. C'est-à-dire qu'on pense que, quelles que soient les positions ou les propositions faites par les Américains, quelque chose est en train d'évoluer. Que ce soit un rachat du Groenland, que ce soit un renforcement à l'extrême des accords commerciaux ou pourquoi pas une invasion militaire, tout cela n'est plus exclu. Il y a de l'agacement aussi parce que, évidemment, vous le savez, ici, on en parle de cet intérêt américain depuis le premier mandat de Donald Trump. Donc il n'y a pas de surprise là-dedans et il y a de la peur. Beaucoup de gens nous ont dit on ne sait pas ce qui pourrait se passer si les Américains décidaient de venir militairement en force au Groenland. Ils y sont déjà dans la base que vous avez mentionnée, 150 à 200 soldats. Ils étaient jusqu'à 9000 soldats américains ici pendant la guerre froide. Et s'ils venaient à venir conquérir ce pays, ce serait pour les Groenlandais à qui nous avons parlé une nouvelle colonisation en quelque sorte. Tous nous ont dit deux choses. D'abord, c'est inacceptable. Ensuite, si les Américains viennent ici, qu'ils soient prudents parce que tout le monde a des armes chez lui au Groenland et nous nous battrons. Bien sûr, nous ne ferons pas le poids. Bien sûr, le Danemark et l'Europe ne peuvent pas faire le poids face à la puissance militaire américaine aujourd'hui, mais nous ne baisserons pas les bras et nous nous battrons jusqu'au dernier. C'est ce que nous ont dit plusieurs personnes. Un vendeur dans un magasin qui a lancé des t-shirts, vous les avez peut-être vus tout à l'heure à l'antenne, et des sweatshirts avec le slogan Greenland is not for sale.
cher, le Groenland n'est pas à vendre. Voilà. Et lui nous disait qu'il était relativement inquiet, que les Groenlandais prenaient les choses très au sérieux. Et puis il y a de l'inquiétude. Beaucoup de jeunes ici nous disent on ne sait pas ce qui va se passer. Ça ne nous semble pas réel ce qui est en train de se dérouler. Le débat est absurde, mais avec Donald Trump, il faut s'attendre à tout. Et comme il faut s'attendre à tout, il faut s'y préparer parce que tout peut arriver. Merci beaucoup. Et voilà, on se tape la honte parce qu'il y a beaucoup qui font encore la vérification sur Twitter. Et c'est effectivement 58 milliards. Hein, 58 000 fois 1 million, c'est bien 58 milliards. Voilà, il n'y a pas de mal. Deux doctorats, trois doctorats. Deux doctorats en économie. J'ai pas fait, oui. Vous allez vous mettre de la cendre sur la tête. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup à vous. Regardez ces images. Pour revenir à l'événement, évidemment le plus marquant, l'affrontement direct de fait entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Le navire Bella, rebaptisé en navire Merida qui est là. Voilà, je vous en prie, rejoignez-nous, Bernard-Henri Lévy. Rejoignez-nous. Bonjour. Je vous en prie, vous allez remplacer nos invités éditorialistes. Mégane, je vous en prie, on peut changer le plateau. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Arrêtons-nous un instant sur ces images, s'il vous plaît. Ces États-Unis-là, vous avez réagi sur l'affaire du Venezuela et dans d'autres. Est-ce que ce sont les États-Unis qui vous plaisent, ces États-Unis qui s'activent face à la Russie? On a tellement dit ils sont mous face à la Russie. Là, on ne peut pas dire qu'ils soient mous. Oui, ces États-Unis-là me plaisent. Qui s'activent, qui résistent et qui se moquent des Russes. Les Russes se sont depuis si longtemps moqués de Trump. Là aujourd'hui, Maduro et aujourd'hui ce navire, c'est une sorte de pied de nez aux Russes. Et ça, c'est assez réjouissant. C'est peut-être l'amorce d'un changement de ton. Est-ce qu'on va vous entendre dire bravo Trump? Vous avez été très critique sur Trump, mais là, est-ce que vous dites bravo Trump? Je suis très critique toujours de Trump sur bien des choses. En revanche, si Trump se décide enfin à comprendre que la Russie est un danger existentiel pour l'Occident, là, bien sûr, je dirais bravo. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller au bras de fer? Il faut bien préciser ce qui s'est passé là. C'est-à-dire, il y a eu un double bras de fer. Ce navire, il battait pavillon russe. Il a été suivi patiemment par les Américains. Et simultanément, il y a un autre navire, le Sofia. Celui-là se dirigeait en direction de la Chine, qui a aussi été saisi. Donc il y a une double action contre les Russes et les Chinois. C'est-à-dire, ils osent faire quelque chose contre le pays le plus grand de la Terre, qui est la Russie, et le pays le plus peuplé de la Terre, qui est la Chine. Écoutez, il y a deux hypothèses. Ou bien c'est n'importe quoi et il changera d'avis demain et c'est de la comédie, c'est possible. Ou bien il a enfin compris que nous sommes entrés dans un nouvel ordre mondial depuis 10 ans, 15 ans, avec des gens qui veulent la mort de l'Occident et qui s'appellent, ou en tout cas cette division, et qui sont en particulier la Chine et la Russie. Voilà, on est sorti de l'époque chute du mur de Berlin, doux commerce de Montesquieu, etc. C'est fini ça. Aujourd'hui, pas du fait de l'Occident. L'Occident, il y a pas plus. L'Occident est pacifique. Il a été assez souvent comparé à Vénus face à Mars, mais du fait de la Chine, du fait de l'Iran, du fait de la Russie, du fait de l'international islamiste radical, du fait parfois de la Turquie. Il y a aujourd'hui des vieux empires que l'on croyait morts et qui sont en train de se réveiller depuis une dizaine ou une quinzaine d'années et qui nous menacent. Alors, si Trump a compris ça, peut-être sous l'influence de, je ne sais pas, de Marco Rubio, par exemple, hypothèse, ou d'autres, c'est bien. Vous êtes un fin connaisseur de la politique américaine, vous allez beaucoup aux États-Unis, vous venez de citer Marco Rubio, on voyait tout à l'heure ces mêmes, où on le voit habillé, grimé en gouverneur du Groenland, etc. Est-ce qu'il incarne ça, c'est-à-dire ces États-Unis qui retrouvent au fond un rail qui était les leurs, plutôt anti-russe d'abord, anti-communiste surtout, mais face à la Russie? Marco Rubio, je le connais un tout petit peu, c'est pas anti-russe, c'est anti-totalitaire. Voilà, Marco Rubio, c'est un Cubain d'origine, qui, depuis son arrivée aux États-Unis, a un combat, c'est que, en gros, le camp de la liberté l'emporte sur le camp des dictatures.
en Amérique latine et dans le reste du monde. Après, il y a des questions. Après la capture de Maduro, qu'est-ce qu'a dit Trump? Qui l'a cité? Il aurait pu citer l'Iran. C'est le prochain tour, c'est pour l'ayatollah Khamenei. Il aurait pu citer la Corée du Nord. Non, il a cité la Colombie, dont je comprends qu'il n'aime pas le régime. Enfin, il a été démocratiquement élu et qui sera peut-être battu aux prochaines élections. Il a dit, vous dites citer parce que vous êtes poli, il a dit qu'il fasse gaffe à ses fesses. Je sais, voilà. Bon, donc ça, c'est pas acceptable. Parce que là, on n'est pas dans le cas Maduro. Il a dû citer le Mexique et il a cité le Groenland. Donc, on est à un moment de bascule, je ne sais pas. Est-ce que les idées de la diplomatie américaine sont enfin claires, ou est-ce qu'on est encore dans la plus grande confusion? Je crois que personne ne peut le dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis 3 jours, que Trump ait choisi de défier Poutine sur les 2 terrains, c'est-à-dire son protégé Maduro, que Poutine n'a pas levé un doigt pour protéger, et aujourd'hui ce navire, ça c'est des bons signes. Est-ce qu'il y a des deals, Bernard-Henri Lévy? Est-ce que certains imaginent des deals? Par exemple, le président de la République a fait un tweet relativement indulgent à l'égard de Trump. Il n'a pas fait mention dans son tweet du droit international après l'affaire du Venezuela. Après, il a un peu nuancé devant le Conseil des ministres et dans d'autres situations. Mais est-ce qu'il y a possiblement une forme de deal avec les Américains disant « Allez, on va vous laisser un peu de mou sur le Groenland, mais aidez-nous davantage face à la Russie » ? Je n'en sais rien. Moi, le deal qui m'inquiète le plus, si on parle du Venezuela, c'est le deal qu'est en train de faire Trump avec la vice-présidente de Maduro. Parce que renverser Maduro pour mettre à la place son clone féminin, ça, c'est pas défendre la démocratie. Ce deal-là m'inquiète. Et celui-là, il est explicitement formulé. L'administration américaine, Trump, a dit... Si vous êtes sage, si vous avez compris la leçon, si vous avez compris qu'avec vous, on peut faire encore pire que ce qu'on a fait avec Maduro, on vous garde. Ça, c'est un mauvais deal. Vous avez incarné, à certains moments, l'intervention. Ça vous a été beaucoup reproché, notamment face à Kadhafi. On a beaucoup dit la Libye d'aujourd'hui est encore pire que celle de Kadhafi, la faute à BHL. Dieu sait si on l'a entendu. D'abord, je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'elle n'est pas pire que celle de l'époque de Kadhafi. Et surtout, je crois qu'elle est beaucoup moins pire que la terrible agonie de là où on n'est pas intervenu, c'est-à-dire la Syrie, avec, y compris à l'heure où nous parlons, des choses terribles qui se passent à Alep et pour les Kurdes. Donc, moi, je ne suis pas favorable à l'intervention pour l'intervention. Moi, je suis favorable à quelque chose qui s'appelle le devoir de protéger, qui est inscrit dans la loi internationale et qui dit que lorsque en dernier ressort, quand tout a été tenté et qu'un dictateur est en train de détruire son peuple, alors en effet, il appartient en démocratie à la communauté des nations et en tout cas aux démocraties de l'arrêter. Quand Trump dit si les mollahs iraniens tirent sur leur population, sur les manifestants, nous agirons. Est-ce que vous souhaitez qu'il renverse le régime de Khamenei? D'abord, il tire déjà. Il y a des morts tous les jours en Iran. Et par ailleurs, je souhaite le renversement du régime des ayatollahs. Y compris de l'extérieur? Mais non, pas de l'extérieur, ça sera de l'intérieur. Regardez ce qui se passe dans les rues. Non. Pour l'instant, non. Regardez ce qui se passe dans les rues d'Iran. Le mouvement, il est de l'intérieur. Toutes les villes sont occupées par des foules incroyablement courageuses qui prennent le pouvoir avec leurs pieds. Mais est-ce que vous souhaitez que les États-Unis d'Amérique, comme ils l'ont fait là avec Maduro, puissent intervenir à Téhéran, par exemple, et enlever Khamenei? Je souhaite. Vous diriez bravo dans un cas pareil? Je souhaite que l'Occident aide ses vrais amis. Et que les vrais amis de l'Occident, c'est les femmes iraniennes, c'est les jeunes et les moins jeunes qui sont dans les rues de Homs, d'Ispahan ou de Téhéran aujourd'hui, comme c'était les Vénézuéliens en liesse depuis 3 jours. Enfin, en liesse. Quand ils n'ont pas peur des gardiens de la révolution locaux. Vous fouillez quand même un peu la question. Oui ou non, si demain Trump osait, on voit qu'il a une audace toujours décuplée, s'il osait aller à Téhéran, enlever par exemple Khamenei, le guide suprême, comme il l'a fait avec Maduro, est-ce que vous diriez que c'est une bonne chose? Les situations... Non, je ne fuis pas la question, mais les situations ne sont jamais les mêmes. Vous savez, il y a une très vieille idée chrétienne, qui est l'idée de la guerre juste.
Et la guerre juste, ça suppose un certain nombre de conditions. Il faut que le projet soit noble, il faut que ce qui va venir après soit meilleur que ce qui était avant. Et c'est la théorie de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Et puis il faut surtout que les dégâts qu'on va faire en renversant le régime ne soient pas pires que ceux qu'on évite. Donc Téhéran, l'Iran, c'est pas le Venezuela. Très grande civilisation. Immense culture, donc je crois que ça ne se réglera pas de la même manière. Mais en revanche, si vous me demandez si je souhaite que l'on aide les manifestants aujourd'hui en Iran à renverser leur régime, je dis oui, et d'ailleurs je crois qu'on le fait déjà. Bernard-Henri Lévy, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire le défi lancé par Trump à Poutine. Regardez les images au Kremlin de Vladimir Poutine qui célèbre le Noël orthodoxe, donc à la date du calendrier orthodoxe. Ce Vladimir Poutine ce signe qui cette fois s'est mis en scène avec des enfants et avec des militaires. Et il y a un moment où il s'adresse aux enfants en disant la guerre est vraiment le devoir sacré de la défense de la patrie. On va peut-être même entendre son propos, vous allez pouvoir réagir. Ce que ça dit de la volonté de la Russie à l'heure où nous parlons. Aujourd'hui, nous célébrons la merveilleuse et lumineuse fête de la Nativité du Christ. Et nous appelons souvent le Seigneur notre Sauveur car il est venu sur terre pour sauver tous les hommes. Ainsi, les soldats de la Russie accomplissent toujours cette même mission comme s'ils avaient reçu un mandat du Seigneur. Défendre la patrie, sauver la mère patrie et son peuple. Et de tout temps, la Russie a traité ses soldats de cette manière, comme ceux qui, comme investis d'un mandat du Seigneur, accomplissent cette mission sacrée. Bernard-Henri Lévy, ces images. Elles sont terribles. Il parle comme un chef de Daesh, et elles ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas la première fois que Poutine parle comme ça. Il y a une vision apocalyptique de la guerre qui apparaît chez Poutine depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'il a dit d'ailleurs à peu près la même chose en 2018 dans ce forum où il s'exprime chaque année, qui s'appelle le forum Valdaï, et qui cette année-là se tenait à Sotchi, et où il a dit « Les Russes qui mourront au combat iront au paradis, les Ukrainiens, à l'époque ils menaçaient les Européens, les Européens qui mourront n'auront même pas le temps de se repentir car ils seront foudroyés. » Donc c'est un discours qu'il tient depuis assez longtemps. Ça, c'est une des vraies... C'est ce que ne voient pas les gens qui croient que Poutine, c'est juste un successeur de Staline, ou juste un autoritaire. Ce que vous dites est terrible, vous prononcez le mot apocalyptique, comme s'il y avait une fascination de la mort, donc possiblement volonté que tout le monde y aille, quoi. Je crois qu'il y a, chez Poutine, une dimension apocalyptique et eschatologique. Chez certains de ses conseillers, je pense à Karagamov en mode cynique, et je pense à Alexandre Douguine en mode affirmatif et croyant. Il y a cette idée-là, oui, il y a cette espèce de fascination pour l'apocalypse. Ils le disent tout le temps. Et Poutine l'a dit souvent. Cette idée que les combattants russes mourront en martyrs, qui est le langage de Daesh, pardonnez-moi. Si c'est vrai, c'est très inquiétant, parce qu'on se disait au moins, ils ont des villas sur le lac de Côme, ils aiment les belles montres, ils aiment les belles voitures, ils ont envie à un moment donné de sortir de la guerre. Oui, ça je crois que c'est vrai pour beaucoup de gens autour de Poutine. C'est vrai pour sûrement une grande partie de la société russe. Mais chez cette bande de gens qui sont agglomérés autour de l'archevêque Kirill, autour de Poutine, c'est une autre vision. Cette vision du martyr, cette vision de la guerre sainte, cette vision... À l'époque de Wagner, rappelez-vous, les vagues humaines sur Bakhmout, les soldats qui allaient vraiment au casse-pipe et qui mouraient en grande quantité, c'est ça qu'on leur disait. Ils n'avaient pas un fusil dans le dos comme à l'époque de la Grande Guerre patriotique. On leur disait, c'était des pauvres gens, tu iras au paradis. Et d'ailleurs, comme Daesh, ou comme Al-Qaïda, ou comme le Hamas, qui donne des pensions aux familles des martyrs,
qu'est-ce qu'on fait en Russie? Quand il y a un soldat qui est mort au combat dans des conditions de ce genre, on monte la pension de la famille. Adressez-vous directement à ceux qui restent attachés à cette Russie-là. Il y en a, on les voit sur les réseaux, un certain peuple de droite, disons, français de droite, qui disent « ça c'est l'Europe, il faut dire les mots, même s'ils peuvent heurter certaines oreilles, c'est l'Europe blanche, chrétienne ». Avec laquelle, au fond, on a plus d'affinité que parfois les États-Unis hyper-consuméristes ou le reste du monde respectable, mais qui est plus loin en termes de culture. Qu'est-ce que vous dites à cela? Je pense que c'est vrai que j'aime pas ces mots, mais enfin, prenons-les. Europe blanche et chrétienne, qui fait alliance avec Kadyrov, le chef borderline islamiste de Tchétchénie. Cette Europe blanche et chrétienne qui est la première à féliciter le Hamas après le 7 octobre, qui est le seul grand pays qui ait aidé le Hamas, on le sait, c'est documenté, à préparer le 7 octobre, honnêtement, moi je ne comprends même pas comment ils peuvent l'aimer ou même l'apprécier. On est dans un malentendu total. C'est pas ça, Poutine. Comment faire face? La réunion de l'Élysée a donné un certain nombre de... Poutine, c'est un Eurasien. Il y a une idéologie qu'on connaît. Les hasards de la vie antérieure font que j'ai dialogué, j'ai débattu fortement avec l'un des idéologues de l'Eurasie. Et l'Eurasie, c'est pas l'Europe blanche chrétienne, c'est l'alliance entre l'islam dur et l'orthodoxie, tout ça sur fond de messianisme et de haine des valeurs européennes de liberté. Voilà, c'est ça l'Eurasie et c'est ça l'idéologie de Poutine. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, hier soir a dit « nous pourrions envoyer des hommes au sol en Ukraine pour faire de la réassurance, c'est-à-dire dissuader les Russes de réattaquer, et à ce moment-là, il faut être prêt à leur faire la guerre. Il y a même la lettre.fr qui articule un premier chiffre possible, ce serait 6 000 hommes potentiellement. Est-ce que, vous êtes beaucoup allé en Ukraine, est-ce que 6 000 Français sur place, c'est une bonne chose? Oui, bien sûr que c'est une bonne chose. Il faut être cohérent. Ou bien, moi je pense que la guerre en Ukraine, c'est notre guerre. Je pense que l'Ukraine, c'est la barrière. Je pense que si l'armée russe n'est pas encore plus agressive vis-à-vis de l'Europe, et si elle n'a pas avancé en Europe, c'est parce que les Ukrainiens font barrage. Si on croit ça, alors en effet, bien sûr qu'il est totalement légitime que des hommes dont c'est le métier, c'est-à-dire des soldats, aillent prendre position et prêtent main forte à leurs compagnons d'armes ukrainiens. Après, si on pense que la Russie est là pour libérer l'Europe de son stupre et de sa décadence, ça c'est une autre affaire, mais alors qu'on le dise clairement. Bernard Lévy, sur cette image-là, il y a évidemment le président Zelensky, le président Macron, le Premier ministre Merkel, etc. Et là, à droite de l'image, il y a deux personnages qui comptent beaucoup, Steve Witkoff et Jared Kushner, l'envoyé spécial, ami de Trump, et le propre gendre de Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête selon vous? Est-ce qu'ils sont en train de changer à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, en particulier l'arraisonnement du bateau russe dans l'Atlantique? Voilà, ces deux hommes-là, est-ce qu'ils sont entre guillemets retournables? Ils avaient un petit tropisme sans doute de compréhension à l'égard de Moscou, surtout Witkoff. Est-ce qu'ils peuvent évoluer? Moi, je crois que les hommes peuvent changer. Je crois que jusqu'à ce jour, ces hommes-là étaient pro-russes. Pro-russes, vraiment? Oui, je pense qu'ils avaient en tête que cette guerre devait s'arrêter avec un bon deal, the best deal ever done in all Earth history, entre eux et les Russes, et Dmitriev. Il est possible qu'ils soient en train de changer, c'est possible, oui, c'est possible. Il est possible qu'ils commencent à comprendre que la guerre, c'est pas une affaire de deal, que c'est pas comme ça que ça marche. La fameuse expression du monde libre, c'est-à-dire, est-ce que Trump peut être le défenseur du monde libre? Rappelez-vous Reagan. Reagan, il se faisait beaucoup traiter de facho, d'aventurier, etc. en Europe de l'Ouest, et il s'est révélé être un défenseur du monde libre. Est-ce que Trump peut être celui-là? Tout est possible. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, un président des États-Unis qui menace le Canada de devenir son 51e État, qui menace le doux et pacifique Mexique, et qui menace le Groenland, c'est-à-dire qui menace de détruire l'OTAN, il ne se conduit pas comme chef du monde libre.
En revanche, si vraiment il prend la mesure de ce danger existentiel russe, si vraiment il prend la mesure du fait que la Chine et la Russie sont alliés pas dans un pacte de fer, alors oui, ils peuvent, M. Witkoff et M. Kouchner peuvent changer, naturellement.